Merci beaucoup de me permettre de prendre la parole aujourd'hui. Merci beaucoup à Chloé Prodhomme et Alicia Touzé de m'avoir invitée. Et merci beaucoup au comité d'organisation de cette belle journée qui est très très riche. Alors pour ma part, je vais essayer d'aborder cette vaste question donc, de l'idéal en soins palliatifs. J'ai intitulé mon propos « Apprendre à questionner l'idéal en soins palliatifs, enjeux et perspectives pour la rencontre d'un sujet ». Entre idéal et idéalisation, la frontière peut être mince. C'est une ligne de crête dont les limites et les objets peuvent évoluer dans le temps. L'image peut être belle, attirante, elle donne enfin du sens, un pouvoir de consolation, un espoir de réconciliation afin d'affronter une réalité parfois trop brutale, dont la lumière serait trop crue ou trop plate, trop évidemment banale. Dans l'accompagnement de la fin de vie, l'épreuve de réalité est brutale, car elle désigne la matérialité du corps et la finitude de toute vie humaine, en dépit des progrès de la médecine, mais aussi de toute la bienveillance des soignants. Les efforts et les trésors de patience et de créativité ne sont pas toujours payants face à la progression de la maladie, mais aussi face à l'angoisse du patient ou de la famille. Que peut-on encore faire ou dire pour soulager ? Si les soins palliatifs se donnent cette finalité de soulager la souffrance globale, force est de constater que c'est cette même souffrance qui persiste, qui se redouble et qui rappelle de façon profonde et se répétant sans cesse les limites de la vie humaine et le sentiment d'impuissance qui en découle. Lors de mon premier stage en soins palliatifs, ça fait un petit moment, je me rappelle ce qui m'animait à l'issue d'une première année de thèse passée à lire des livres et des articles, à écouter des témoignages. Qu'est-ce que ça doit être bien de mourir en soins palliatifs ? Quelques jours ou semaines en soins palliatifs, durant lesquels des soignants conscients, sincères et authentiques, me tiendraient la main et répareraient par procuration les blessures d'avoir vu mourir certains des êtres les plus chers dans des conditions loin d'être apaisées. Je pense que j'aurais voulu que mes proches soient accompagnés comme j'ai vu ces soignants accompagner ces personnes en fin de vie que je ne connaissais pas. Je me suis surprise, il y a peu, à l'écoute d'une équipe de soins palliatifs rencontrée dans le cadre d'un projet de recherche sur l'interdisciplinarité, à me dire que j'aimerais bien mourir accompagnée de leur regard attentif et de leurs paroles bienveillantes. Bercée par leur bain de paroles, je me sentais enfin écoutée, comprise et soutenue par un groupe soudé par la même recherche de sens et de justes soins, à rebours de ce que la vie professionnelle et parfois personnelle peut me faire vivre. Nous reviendrons à cet idéal de la bonne mort, porteuse d'images plus ou moins pacifiées. En écho, je pense à une équipe mobile de soins palliatifs témoignant des grands coups de rame, parfois, pour maintenir l'espoir chez les patients à qui on avait, selon eux, vendu du rêve. Je cite, « Vous verrez, en USP, ils sont super. Vous pouvez faire des bains thérapeutiques, l'équipe aura davantage de temps. Ils vont vous proposer plein de choses. Votre famille peut rester autant de temps qu'elle le souhaite. » Comment on fait pour être à la hauteur de cet idéal-là ? L'idéal a à voir avec la réalité qu'on voudrait pouvoir transcender, mais également avec l'espoir qui impulse une dynamique, un mouvement, un élan, peut-être même un élan vital. J'interrogerai ici les enjeux philosophiques et éthiques d'un dialogue entre idéal et réalité dans la rencontre intersubjective, tel qu'il m'apparaît à partir des récits des soignants en intervention éthique ou en formation continue. Quel sens donner au travail du soin lorsque l'idéal est mis à mal ? Que faire de cet écart, de ce décalage ? Que peut-on en apprendre ? L'hypothèse que je soutiendrai est que cette rencontre entre des sujets, au cœur de la relation soignante, est conditionnée par une dynamique complexe dont la fonction de l'idéal est l'enjeu. Au DU et au DU de soins palliatifs, les étudiants de toute profession formulent leur questionnement. Comment soulager celui ou celle qui souffre ? Que lui répondre, lui proposer ? Comment faire que le travail du soin ait un sens ? Comment rendre les parcours de soins plus fluides, notamment en permettant aux équipes de soins palliatifs de pouvoir intervenir précocement ? Pourquoi faudrait-il attendre la toute fin de vie pour répondre de façon efficace à la douleur du patient ou à son besoin d'écoute et d'être considéré comme une personne ? En réalité, davantage que des solutions pratiques sous forme de recettes toutes faites, bien impossibles à fournir par ailleurs, c'est souvent là l'expression d'une détresse et d'une souffrance qu'on pourrait qualifier de souffrance éthique. Se trouver là, confronté de façon brutale à la souffrance de celui qui souffre et pour lequel je peux si peu, finalement. C'est pourtant un si peu gigantesque
celui qui fait sens, mais qui, face à l'extrême, fait se poser la question « à quoi bon ?» L'extrême renvoie aux limites du pensable, aux limites du vivable, comme le souligne Frédéric Worms. Lorsqu'il n'est plus ou pas possible d'être quelqu'un, alors la question de l'invivable se pose. Il nous dit « On part ainsi du fait que pour être vivable, la vie doit être la vie de quelqu'un. » Cet invivable confine aux limites du vivant dans une négation, voire une trahison de ce qui serait vital. Ainsi, la clinique en soins palliatifs semble relever d'une forme de clinique de l'extrême qui questionne la possibilité et la capacité d'y faire face, d'y survivre, mais aussi de tenir sur la durée. Tel que le désigne François Pommier, prolongé par les travaux de Delphine Perra-Apicella, la notion d'extrême fait émerger deux figures, celle de l'absence et du temps, à savoir à travers le risque ou l'imminence de la disparition, de l'effacement du sujet. Disparaître comme sujet et se trouver confronté à un temps limité qui ne laisse pas augurer d'une relance du désir de vivre, ce dont témoigne Freud lorsque son cancer de la mâchoire progresse dans sa correspondance à Lou Andreas Salomé et cité par Georges Canguilhem dans son essai « Les maladies ». Il nous dit par exemple « Une carapace d'insensibilité m'enveloppe lentement, ce que je constate sans me plaindre. C'est aussi une issue naturelle, une façon de commencer à devenir inorganique. » Face à l'angoisse de la disparition, voire de la dissolution du sujet, le soignant devrait pouvoir répondre par de la présence et de la disponibilité pour signaler la persistance de la relation. Le défi est d'ampleur car il met à l'épreuve les ressources psychiques, individuelles et collectives des soignants face à un patient qui se signale d'abord par son altérité, voire son étrangeté, mais également parce que ce défi se heurte aux limites d'un système de santé marqué par la rareté des ressources matérielles, humaines, et qui se traduit par un manque de temps. Permettre à l'autre de rester sujet ne peut faire l'objet d'aucune quantification, d'aucune évaluation quantitative, tant ce qui relève du subjectif déborde, excède tous les cadres, toutes les tentatives permettant de lui attribuer une valeur. Cette forme de soin est inestimable et dès lors très peu estimée. L'écart entre l'idéal et la réalité est parfois abyssal. Il faut pouvoir le nommer, le concevoir, tout comme il faut pouvoir reconnaître et dire que ce qu'on vise, ce en quoi on croit, ne pourra pas toujours être atteint, mais qu'il faudrait quand même continuer à essayer. Je pense à la lutte contre la douleur. Si le zéro douleur n'est pas toujours un idéal réaliste, ne peut-on pas continuer à essayer, à chercher, à tendre vers ? La recherche, au niveau des antalgiques, par exemple, se doit alors d'être à la pointe des connaissances scientifiques, tout comme toutes les approches complémentaires visant à soulager la douleur et la souffrance ou encore à évaluer le confort. Toutes les situations médicales, dans leur évolution, sont autant de défis à la médecine et à la démarche scientifique. Et pourtant, toutes les situations plus sombres, durant lesquelles il n'est possible que d'assister, impuissant, à la douleur et à la souffrance d'autrui, devant laquelle tout geste et toute parole semblent dérisoires, ces situations sont là et rappellent la solitude extrême de celui qui souffre et qui va mourir. On voudrait l'idéal, on voudrait la mort soulagée, entourée, sinon pas réconciliée. Si tout ce que nous vivons dans nos vies sensibles est le reflet des idées, avec un grand I, au sens platonicien, nous peinons à reconnaître les formes dans les ombres qu'elles déploient sur les murs de la caverne. L'allégorie de la caverne, décrite dans la République de Platon, qui rappelle peut-être quelques souvenirs à certains d'entre vous, cette allégorie de la caverne, dont la philosophie nous aiderait à sortir pour aller vers la lumière et la liberté, que représente l'accès à la connaissance, est poussée à ses limites en situation extrême. Dans un tout autre contexte, à savoir celui de la déportation, l'auteur polonais Tadeusz Borowski écrit dans Le Monde de Pierre « Tu te souviens comme j'aimais Platon. Aujourd'hui, je sais qu'il mentait. Car dans le monde terrestre ne se reflète pas un idéal, mais gît le travail pénible, sanglant de l'homme. Le beau n'est pas s'il contient le mal fait à l'homme. Le vrai n'est pas s'il tait ce mal. Le bien n'est pas s'il le permet. Dans certaines situations extrêmes, aux extrêmes de la vie comme peut-être aux extrêmes de l'oppression,
l'idéal semble ne pas exister, voire être trahi, en tant qu'il ne peut être d'aucune aide. Au cœur du cyclone, il n'y a pas d'espoir ni d'issue. L'ambivalence est au cœur de notre façon de vivre nos idéaux, en tant qu'ils s'inscrivent dans un mouvement, celui de l'espoir, dont l'issue ne peut être assurée. Sans doute en est-il de même dans notre rapport à la mort et à ceux qui vont mourir. Simone de Beauvoir désigne cela de façon très juste dans son texte autobiographique « Une mort très douce » qui décrit l'accompagnement de la fin de vie de sa mère. Elle nous dit « On ne meurt pas d'être né, ni d'avoir vécu, ni de vieillesse. On meurt de quelque chose. » Et plus loin, tous les hommes sont mortels, mais pour chaque homme, sa mort est un accident, et même s'il la connaît et y consent, une violence indue. Ce vécu paradoxal entre conscience de la mort comme condition humaine et impossibilité de ne la considérer autrement que comme un accident, là, tout de suite, constitue un enjeu majeur au cœur de la rencontre. Est-il possible de maintenir, dans un tel contexte, notre idéal d'immortalité ? En miroir, peut-on imaginer faire l'économie de cette violence indue ? La survenue de la mort fait scandale, rappelle une condition humaine qui inscrit la finitude au cœur du destin du vivant, qui coexiste avec une entreprise collective et qui traverse les époques de neutralisation de la mort que nous décrit à la fois Jean-Hugues Deschaux, mais également Edgar Morin. La rencontre avec celui qui va mourir dans un futur proche, et non dans un futur que nous nous plaisons à imaginer hypothétique, met à mal cette volonté de maîtrise, autre figure du déni de la mort. L'accompagnement de celui ou celle qui va mourir constitue alors une confrontation qui se situe sur le champ de l'idéal et du désir. L'un peut continuer à se projeter de façon indéfinie, même si c'est illusoire, tandis que l'autre est mis face à ce qui mettra fin à cette capacité de désirer. Comment permettre la rencontre ? La possibilité de l'accompagnement repose alors sur la capacité des soignants à identifier le lieu d'une relance désirante en mobilisant la notion de projet et d'espoir. Et là aussi, le pari n'est pas gagné. Il ne peut y avoir de garantie à l'exercice de la liberté du sujet. Il reste important de se prémunir du risque de faire du projet et du désir une norme. Un patient sans projet, entre parenthèses, sans projet recevable ou acceptable, est-il encore un bon patient ? Frédéric Worms, dans son texte fondamental « Les deux concepts du soin », définit le soin ainsi. Voici donc ce qu'on entendra ici par soin. Toute pratique tendant à soulager un être vivant de ses besoins matériels ou de ses souffrances vitales, et cela par égard pour cet être même. Il signale par là ce qu'il déploie par la suite, que soigner, c'est soigner avec et par quelque chose, ce qui implique la possibilité de mesure, de quantification, pour pouvoir répondre de façon précise à ses besoins et ses souffrances. Mais soigner, c'est aussi soigner quelqu'un, ce qui suppose une attention, une intention, une relation. C'est alors une histoire de soins qui se tisse, histoire toujours singulière, durant laquelle la confiance se tisse, se perd, se gagne, à l'épreuve des compétences, des savoirs et des gestes du soin, mais aussi de la parole tenue, de l'écoute et du respect de ce que la maladie fait aux malades. Patients et soignants ne sont pas au même niveau. Si notre condition de mortel nous rappelle que nous sommes tous potentiellement vulnérables, la nature même du soin suppose que certains soient plus vulnérables que d'autres. C'est même la condition pour pouvoir prendre soin. Notre vulnérabilité potentielle commune se conjugue au déploiement réel et concret d'une dissymétrie comme condition du prendre soin. Cette dissymétrie est importante à reconnaître pour justement ne pas sombrer dans le risque de l'inégalité que serait une relation d'emprise et de soumission au pouvoir médical. L'enjeu est peut-être alors de ne pas basculer dans l'idéalisation comme vecteur de la toute-puissance du soignant. Toute-puissance vis-à-vis de la mort, dans sa réalité tangible, ou toute-puissance vis-à-vis de l'autre, en tant qu'autre libre et donc résistant à tout ce qui viendrait le définir ou le limiter, même pour son bien. La mort est dans la vie,
la maladie en est le signe, tel que nous le rappelle Georges Canguilhem dans un court essai intitulé « Les maladies », dans un geste tendant à inscrire la primauté de l'expérience de la maladie. Dans un autre essai intitulé « Une pédagogie de la guérison est-elle possible ?», il écrit « Et pourquoi enfin s'évertuer à dissimuler aux gens qu'il est normal de tomber malade du moment que l'on est vivant, qu'il est normal d'en guérir, avec ou sans le concours de la médecine, que maladie et guérison sont inscrites dans les limites et les pouvoirs des régulations biologiques. L'homme est donc ouvert à la maladie non par une condamnation ou par une destinée, mais par sa simple présence au monde. » Avec ou sans le concours de la médecine, ces quelques mots changent tout. Ils questionnent le fantasme de la toute-puissance ou de l'efficacité du fer qui prend parfois, comme le signale Jérôme Alric, les habits de la pulsion de mort qui se cachent parfois dans l'incitation à faire des projets, à rester ancrés dans la vie, à imaginer d'autres propositions thérapeutiques, sinon curatives, mais au moins soignantes. Avoir toujours quelque chose à proposer, un idéal de soulagement, que ce soit physique ou psychique. Ainsi, tout devient soin. Du traitement médicamenteux au passage du psychologue, en passant par l'art et la culture. Et si l'art pouvait soigner du mal de vivre, ne serait-ce pas là le signe d'une forme de déni dans le sens d'une idéalisation d'une médecine qui ferait l'économie de la souffrance et du tragique ? L'obstination à chercher un sens, une relation, un projet, ne peut-elle pas devenir, dans certains cas, déraisonnable ? L'idéalisation désigne aussi le fantasme de la bonne mort, à laquelle il semble bien difficile d'échapper. N'avons-nous pas tous des images de ce que la mort doit ou devrait être ? Ainsi, s'il faut quand même mourir, au moins faudrait-il bien mourir. Et en cela, certaines images nous soutiennent, nous portent, ou au contraire, agissent comme des repoussoirs. Les films, les séries ou encore la littérature constituent l'environnement culturel qui façonne nos imaginaires et dès lors notre accès à la réalité. Ainsi, pour ne pas prendre de films ou de séries sur lesquels je suis beaucoup moins à la page, dans la série des Rougon-Macquart d'Émile Zola, ce sont mes références, il y a toutes sortes de morts. Des morts héroïques, symboles de liberté et de résistance, comme la mort de Miette et de Silver dans La Fortune des Rougon. Des morts terribles et honteuses, éveillant l'indignation face à l'injustice sociale, comme celle de Françoise dans La Terre ou de Catherine dans Germinal. Il me semble que deux morts en particulier ressortent et se répondent. La mort de Gervaise dans L'Assommoir, d'une part, et celle d'Albine dans La Faute de l'abbé Mouret. Albine, jeune femme libre vivant dans un jardin incroyable, est amoureuse de l'abbé Mouret, qui, revenant à sa vocation religieuse, finit par la repousser lorsque celle-ci est enceinte. Albine décide alors, dans un mouvement de fusion avec ce jardin qui avait vu naître leur amour, de se donner la mort en remplissant sa chambre de fleurs. Elle meurt au milieu des fleurs. Lorsqu'elle est découverte par le médecin, on lit « Albine, très blanche, les mains sur son cœur, dormait avec un sourire au milieu de sa couche de jacinthe et de tubéreuse. Et elle était bien heureuse, elle était bien morte. » En regard, la mort de Gervaise est bien moins lyrique. Gervaise, dont les efforts restent vains, et qui sera toujours entraînée vers plus de misère et de déchéance jusqu'à la mort de son mari Coupeau et la fuite de sa fille Nana. La mort est alors presque trop longue à venir, on ne comprend pas pourquoi elle ne vient pas mettre fin à la chute de Gervaise. Le texte dit « La mort devait la prendre petit à petit, morceau par morceau, en la traînant ainsi jusqu'au bout dans la sacrée existence qu'elle s'était faite. Même on ne sut jamais au juste de quoi elle était morte, on parla d'un froid et chaud, mais la vérité était qu'elle s'en allait de misère, des ordures et des fatigues de sa vie gâtée. Elle creva d'avachissement, selon le mot des Lorilleux. Un matin, comme ça sentait mauvais dans le corridor, on se rappela qu'on ne l'avait pas vue depuis 2 jours. Et on la découvrit déjà verte, dans sa niche. » J'évoquais tout à l'heure la souffrance éthique. Celle-ci peut prendre des formes diverses, du malaise à l'indignation, du sentiment d'impuissance au silence. Un silence qui est assourdissant car il renvoie à une forme de résignation, tendant à normaliser ce qui reste insupportable et à banaliser ce qui devrait faire figure d'exception. La confrontation aux extrêmes et aux limites épuise, écorche et parfois abîme de façon durable. Les limites, ce sont d'abord les limites de la vie. La confrontation aux corps abîmés et à la mort constitue des situations potentiellement traumatiques au sein desquelles la question du sens se pose,
lorsque l'impuissance et l'incertitude dominent. Il y a aussi, il faut bien le dire, les limites de la patience, quand les trésors de persuasion et de créativité langagière n'arrivent pas à convaincre de la pertinence de la démarche palliative au-delà de toute rationalité. Il y a également les limites de nos ressources psychiques, qui, même si elles ne peuvent être étayées par l'équipe, ne sont pas inépuisables, et ressources matérielles renvoyant à la valeur que nous, société, accordons à la santé. La révolte se situe là aussi lorsque l'injustice de la vie se redouble d'une injustice sociale, bien humaine. Cette dernière nous semble évitable et dès lors objet de notre indignation. Nous en sommes tous et toutes les acteurs, autant que les victimes, dans le sens où le soin relève du politique, d'une recherche du bien vivre dans la cité, tout autant que le politique vise à soutenir les conditions de possibilité du prendre soin. C'est le sens de la visée éthique que Paul Ricoeur définit comme, je cite, « la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes ». Ces trois pôles s'articulent et ne peuvent exister l'un sans l'autre. Ils se soutiennent l'un l'autre avec des visées différentes. Ainsi, si le soin vise la vie bonne, qui, selon les interprétations des soignants, prend la forme de la santé, du bien-être, du confort, de la qualité de vie, voire du bonheur, entre parenthèses, le soin peut-il rendre heureux ? Celui-ci ne peut prendre forme que dans le cadre d'une institution qui vise la justice. Le pari est de faire tenir ensemble ces deux extrémités par le rappel d'une finalité commune, à savoir avec et pour autrui. Que faire pour bien faire ? Comment ? Pourquoi et pour qui ? Cette finalité, toujours en interrogation, lie la recherche de la vie bonne à celle du rôle de l'institution. C'est fondamental de garder cette visée pour être capable, dans la réalité, de mesurer l'écart qui nous sépare de cet idéal. Car s'il est nécessaire de rappeler que la visée éthique du soin, c'est la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, si cette citation est toujours utile, c'est justement parce qu'au quotidien, et parfois au regard de certaines situations plus exceptionnelles que d'autres, l'idéal semble très, très loin. Il est important de pouvoir nommer, de donner du vocabulaire pour désigner ce qui nous sépare de cet idéal. Le malaise éthique provient de la difficulté à formuler, y compris à soi-même, ce qui ne fait pas sens. Si j'ai respecté tous les protocoles, pourquoi je continue à ressentir du doute ou une forme d'inconfort moral ? Nommer, même si ce n'est pas si simple, c'est aussi résister à la culpabilisation et au poids moral du projet éthique qui parfois pèse uniquement sur les seuls soignants, alors même qu'ils doivent faire plus avec moins. La démarche éthique est moins nécessaire pour rappeler aux soignants les valeurs du soin que pour les faire vivre dans des organisations et des institutions qui devraient être elles-mêmes soignantes. Car le soin est politique. Le politique est aussi une forme de soin. Il s'agit de prendre soin des conditions du prendre soin. La citation de Ricoeur regonfle, donne de l'espoir. Je constate généralement au DU de soins palliatifs, ça rebooste. Elle donne l'espoir de pouvoir exercer un sens critique dont la portée est gigantesque. Je soutiens qu'il est important de renouveler cet espoir de temps en temps, notamment lors de formations qui, selon moi, jouent aussi ce rôle d'étayage psychique, individuel et collectif. Les soignants viennent aussi y chercher de l'espoir et de l'énergie pour affronter les contextes parfois limitants dans lesquels ils se trouvent et face auxquels les savoirs acquis les renforcent dans leur intuition et leur perception. Il y a l'acquisition de compétences et de connaissances, le partage de savoir-faire et de savoir-être, qui permettent de se donner des boussoles pour répondre à l'incertitude de certaines situations. Mais il y a aussi, et de façon tout aussi forte, le besoin de renouveler la réserve de sens, d'enthousiasme, de plaisir, de désir. Parce que dans la réalité, comme le désigne Éric Fiat très justement, l'éthique au quotidien consiste en, je cite, « un effort pour rendre le tragique moins tragique ». C'est tout de suite beaucoup moins enthousiasmant. Et pourtant, la formule désigne bien cet effort, ce travail difficile d'une recherche du bien qui n'effacera jamais le tragique de l'existence, qui ne pourra jamais faire l'économie de la souffrance, du doute, de l'incomplétude. Je fais l'hypothèse que c'est aussi un effort que celui de survivre à cet effort-là, car il s'agit de rester prêt à affronter le tragique en gardant l'idéal de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes.
Vouloir effacer le tragique, ce serait vouloir courir après l'image de la mort idéalisée, sans douleur, sans ambivalence, sans rejet, sans conflit, et ce, dans un service parfait, dans lequel tout le monde travaille en équipe, où la voix de chacun et chacune compte, en toutes circonstances. Une telle idéalisation court le risque de l'isolement et de la fuite en avant. Quand les soins palliatifs deviennent un lieu dans lequel tout se passe trop bien, tandis qu'ailleurs, tout se passe trop mal, il est à redouter que le sens critique et la vigilance éthique nous appellent à plus de prudence. Quand les soins palliatifs mettent tellement en avant les projets et la vie, qu'il devient là aussi difficile de nommer la mort au tournant de décisions difficiles par exemple, la figure du mauvais patient, sous toutes ses formes, apparaît comme celle de la mauvaise famille, peu coopérante, dans le déni ou dans le contrôle. L'idéal nous porte, mais il peut aussi nous aveugler. Notre accès à la réalité est teinté de nos images, de nos désirs, qu'il ne s'agit pas d'écarter, mais bien de travailler ensemble afin d'en faire des outils puissants de notre attention à l'autre, à soi et à l'environnement. J'arrive à ma conclusion. Les soignants en soins palliatifs sont-ils des experts de la mort ? La recherche actuelle, et notamment à travers le programme interdisciplinaire sur la fin de vie, poursuite des travaux de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, identifie bien notamment l'exploration de la souffrance, mais également du parcours de soins, à travers différents moments de vulnérabilité. Sans nécessairement parler d'expertise, il y a une vraie production de connaissances dans ces domaines par les soins palliatifs, à travers la clinique et le regard qu'on peut porter sur elle au fil des années, mais également à travers des recherches, notamment, ce qu'on ne peut que saluer, la mobilisation des sciences humaines et sociales ou humanités. Ce sont aussi ces connaissances que viennent chercher les participants aux formations continues et qui sont partagées, voire mises en action dans la clinique au quotidien, à savoir tout ce qui va permettre d'alimenter ce fameux pas de côté ou démarche réflexive propre à la démarche palliative. Cette capacité de réflexivité consiste en la capacité d'orienter son regard de façon très précise et localisée sur les douleurs et les symptômes complexes à soulager, tout en ayant une approche très globale au patient comme une personne inscrite dans un contexte, une famille, un environnement, un monde. Rappeler que médecine et société vont de pair est aussi un projet fondamental et propre aux soins palliatifs. Les travaux de Michel Castrat ont d'ailleurs particulièrement bien montré la façon dont la thématique de la resocialisation de la mort a été constitutive du projet palliatif et a contribué à sa reconnaissance et à sa professionnalisation. Ainsi, face au constat de dépossession des êtres de leur propre mort dans nos sociétés contemporaines, les soins palliatifs se donnent pour projet à la fois de resocialiser la fin de vie et la mort, tout en portant une attention à l'individu au cœur de cette resocialisation. Je trouve que c'est un peu ambitieux. Robert William Higgins, dont il a été question juste avant également, avait déjà pointé très justement le risque d'une nouvelle figure contemporaine, celle du mourant en soins palliatifs. Ce mourant, au profil psychique singulier, rassemble autour de lui des figures de dévouement total, tendant à l'accueil inconditionnel. Robert William Higgins met en lumière le risque d'idéaliser des récits de bonne mort, qui seraient de fait des récits sans sujet et sans corps, sans aspérité, sans ambivalence, sans violence. Il me semble qu'il s'agit là de la mise en œuvre d'une stratégie de défense individuelle et collective vis-à-vis du tragique. Mais si cette stratégie est enthousiasmante et séduisante, elle n'en est pas moins lourde, peut-être un peu trop lourde. N'est-ce pas un poids très lourd à porter pour les soignants que celui d'assumer un rôle social aussi massif, à savoir celui de resocialiser la mort ? Resocialiser l'accompagnement de la fin de vie et de la mort, est-ce encore du soin ? Ce projet ne risque-t-il pas d'entrer en interférence avec l'écoute de ce que le patient et ses proches ont à nous dire, ou pas ? Robert William Higgins nous invite à repenser la place de nos idéaux dans une perspective réflexive, attentive à la visée du soin. L'objet premier des soins palliatifs n'est peut-être pas la mort, ni de redonner une place à la mort. Leur mission n'est-elle pas de contribuer à l'institution de cette culture du soin qui émerge et retrouve la chair, notre finitude, notre fragilité commune. Je vous remercie.